D'Émilie Bordelot à Bernard Drinville, il s'en est passé des affaires dans le monde de l'éducation. Mais la constante qu'on observe depuis toujours, c'est la passion qui anime les enseignants, les enseignantes et le personnel de soutien. Je m'appelle Rosalie Meloche-Dumas, je suis moi-même enseignante de français au secondaire et mon objectif, c'est de revaloriser ma profession en vous faisant découvrir toutes les personnes qui tiennent l'école québécoise à bout de bras. Le but, c'est de comprendre leur travail pour mieux en saisir l'importance. Je vous souhaite la bienvenue au nouveau balado « L'école, c'est nous ». L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Sarah Akoun-Desgagnés, physiothérapeute qui pratique à la clinique Rosemont à Montréal. Elle traite surtout des coureurs, elle s'occupe aussi de la clientèle pédiatrique. Je vous invite à aller suivre sa page Instagram SHD Physio. Elle partage plusieurs astuces fort intéressantes. D'ailleurs, si vous voulez commanditer un de nos épisodes, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel l'école-c'est-nous@gmail.ca. Bref, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jeanne Larocque-Jeffrey, qui est orthopédagogue et qui s'occupe aussi de la page Instagram dans le bureau de l'ortho. Jeanne, bienvenue au balado. Bien, merci. Alors, on va se lancer directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler du poste que tu occupes, peut-être plus précisément? Qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer cette profession-là? Oui, bien moi, en fait, je suis orthopédagogue dans une école secondaire publique. Donc, mon travail, c'est d'un côté de soutenir tous les élèves qui ont accès à des mesures adaptatives, là, que ce soit qui ont un ordinateur, qui ont droit à du temps supplémentaire. Ça peut aller dans tous les sens. Là. On a des élèves qui ont des difficultés visuelles, des élèves que ça va être vraiment au niveau de l'attention, au niveau des troubles d'apprentissage. Mon travail, c'est beaucoup de soutenir ces élèves-là. Donc, d'un côté, de les soutenir en classe, puis de soutenir les enseignants à mettre en place les mesures. Puis, de l'autre côté, mon travail, c'est aussi d'aider les élèves qui ont des difficultés au niveau scolaire. Là. Donc, je travaille avec les élèves, que ce soit en français, en mathématiques, mais aussi pour les stratégies d'études, mettons. Là, tout ce qui est pour qu'ils vivent des succès au niveau scolaire puis qu'on puisse les amener le plus possible là, à être diplômés, finalement, du secondaire. Puis, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent l'orthopédagogue, l'orthophoniste, l'enseignant qui est en classe. Qu'est-ce qu'on peut... comment on les différencie, dans le fond? En fait, déjà, entre l'orthophonie puis l'orthopédagogie, c'est sûr que plus on avance en âge, les orthophonistes qui vont travailler avec les élèves plus âgés, là, soit au 3e cycle du primaire ou au cégep ou au secondaire, vont beaucoup travailler le langage écrit aussi. Là, c'est quand même une des bonnes expertises qu'on a aussi en orthopédagogie. Fait que c'est sûr que... ça se recoupe un peu, là, dans le sens qu'on va intervenir les deux avec des élèves puis avoir des problématiques qui se ressemblent. Moi, mon travail est vraiment basé dans le milieu scolaire. Les orthophonistes au secondaire, moi, j'en ai jamais rencontré. Je sais qu'il y en a dans certaines écoles, mais c'est beaucoup plus rare. Puis, notre vision est beaucoup plus scolaire. Moi, j'ai une formation en enseignement, en adaptation scolaire. Donc, je connais le programme scolaire. Mes interventions vont se baser beaucoup sur le programme, tout ça, versus vraiment juste me baser sur... oui, c'est sûr que je parle des besoins de l'élève, mais par rapport... Je vais travailler beaucoup entre l'écart, entre ce que demande le programme puis là où est l'élève pour essayer de rapprocher ça. Mon travail est vraiment plus dans la différenciation. C'est sûr qu'on demande aux enseignants de différencier en classe et de faire le plus possible, de s'adapter à chaque élève qui est devant eux. Mais il y a toujours une limite à ça. Puis eux autres, le travail des enseignants, c'est de mener à bon port un groupe d'élèves ou des groupes d'élèves au complet. Moi, mon travail, c'est de m'assurer que les élèves qui ont de la misère à suivre ce rythme-là arrive à le suivre le plus possible. Après, dans comment on travaille, ça va dépendre de beaucoup des milieux et tout ça. Oui, je peux être en classe, mais c'est pas moi qui est responsable de la classe quand j'y vais. Donc, des fois, tu fais du genre de co-enseignement en classe, puis est-ce que des fois, tu sors des élèves? Oui. Ça va arriver. Moi, je travaille. Des fois, je vais en classe, soit en classe pour observer un peu tous les élèves, soutenir tout le monde, faire du co-enseignement. Des fois, je vais en classe pour voir comment tel élève avec qui j'ai travaillé se débrouille avec les stratégies que j'ai données maintenant. Des fois, je vais prendre un petit groupe de 4-5 élèves pour travailler certaines notions, retravailler des choses. Des fois, je vais prendre un élève individuellement parce que l'écart est beaucoup trop grand avec ce qui est demandé. Donc, il faut que je retravaille vraiment avec lui spécifiquement des choses précises. Tu l'as abordé un peu tantôt, ton parcours scolaire. L'orthopédagogie, il n'y a pas de bac en orthopédagogie. Non. Donc, toi, tu as fait un baccalauréat en adaptation scolaire. Oui. Puis, ça t'a mené directement à ça ou tu as fait d'autres formations après? En fait, moi, j'ai fait mon bac en adaptation scolaire et sociale. C'est ce qui était exigé là, dans les centres de services pour être orthopédagogue.
Par contre, moi, je trouvais que je manquais de jus parce que c'est quand même très large. Tu sais, je veux dire, avec un bac en enseignement en adaptation scolaire, on peut enseigner à des élèves autistes, on peut enseigner à une classe en trouble de comportement, on peut enseigner tu sais, on apprend beaucoup de choses. On peut être orthopédagogue, on peut être enseignante. C'est super large. Fait que je trouvais que je manquais de jus. Je suis allée faire une maîtrise en orthopédagogie à l'Université de Sherbrooke, mais c'est pas obligatoire. C'est pas demandé. C'est pas demandé. Okay. Puis à l'inverse, il y a des gens qui vont avoir un bac en enseignement en français, en sciences, en enseignement primaire, qui peuvent aller faire une maîtrise en adaptation scolaire pour devenir orthopédagogue aussi. Là. Il y a comme ces deux chemins-là qui sont possibles. Qui mènent à la même place. OK, c'est intéressant. Le balado, l'École c'est nous, l'objectif, c'est de revaloriser les professionnels de l'éducation. J'ai 2 questions. D'abord, est-ce que tu trouves qu'on est souvent relayé au deuxième plan? Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de valorisation de notre profession? Puis deuxièmement, si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la profession enseignante regagne ses lettres de noblesse? Je pense que oui, on est dévalorisé, mais par la bande. Puis je pense que ça va répondre peut-être un peu à tes 2 questions en même temps. Je pense que l'éducation, l'école est dévalorisée beaucoup. Tu sais, si on valorisait vraiment l'éducation, ce serait une priorité nationale pour vrai, tu sais, pas juste dans juste dans les mots. Dans les mots, puis même, tu sais, aussi, oui, au niveau politique, tout ça, mais dans nos propos, dans le quotidien, tu sais, si on valorisait vraiment l'école, on entendrait probablement plus de propos, tu sais, comme quoi c'est vraiment important, tu sais, on entendrait moins les « moi, j'ai réussi » même si, tu sais, il y a des choses qu'on entend, des « j'ai réussi » même si c'était pas facile, j'ai pas mon secondaire 5 puis j'ai réussi pareil, c'est pas nécessaire. Tu sais, je comprends, puis c'est vrai, puis je vais être la première à défendre que t'as pas besoin de hautes études, puis ce que je dis beaucoup à mes élèves, t'as pas besoin de hautes études pour réussir dans la vie. Par contre, de valoriser comme qu'est-ce que c'est que l'éducation, puis le fait d'apprendre, puis l'apprentissage, en fait, je pense que ça, c'est essentiel, puis c'est ça qui manque un peu dans la chaîne. La culture du savoir, des fois, d'apprendre pour apprendre aussi, pas juste... tu sais, dans nos classes, j'en ai souvent parlé avec mes élèves que c'est plus... C'est comme si c'est pas à l'examen, ben là, ça vaut pas la peine d'apprendre. Peut-être que c'était mieux, je sais pas t'as quel âge, mais peut-être qu'avant, dans le temps de nos parents, grands-parents, c'était davantage valorisé, mais c'est les moins. Ben oui, puis c'est un peu, tu sais, je pense que faut rebalancer ça dans le sens que c'est vrai là, qu'on a l'information au bout de nos doigts puis que de connaître par cœur, c'est pas essentiel, puis tu sais que faut revoir, mais la curiosité, c'est ça, le désir d'apprendre, le savoir, la culture du savoir, la culture de tout ça, là, de comme, hey, c'est important de s'éduquer, de développer son jugement critique, tout ça, de pas valoriser l'examen, de pas, hey, ça te prend un secondaire 5, pas parce que c'est important d'apprendre puis développer ses compétences puis développer sa curiosité. Si ça te prend un secondaire 5, sinon tu feras rien dans la vie. Mais la finalité, c'est tout le temps, c'est ça, faire l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais est-ce qu'on peut aussi, tu sais, déconstruire un peu là, puis comment? Ça, c'est une autre question parce que je sais que c'est pas si facile, mais je pense qu'il y a un peu de ça là, dans tout ça qu'il faut comme peut-être re-questionner un petit peu notre approche face à tout ça. Puis comme enseignant aussi, là, parce qu'on est les premiers souvent à dire des choses comme ça. Comme enseignant, comme professionnel d'éducation, on est les premiers à dire, ben là, ça va me servir à quoi ça? Ben ça va te servir à passer ton année. OK, oui, mais... Mais encore. Mais encore, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qui... Puis après, on va passer aux solutions, on va passer notre moment chiolage, mais qu'est-ce qui cloche dans le monde de l'éducation en ce moment? On le sait, le manque de ressources, les écoles qui sont vétustes, oui, mais pourquoi on en parle autant dans les médias en ce moment du monde de l'éducation? Ben ça, je pense que c'est justement... Tu sais, j'ai quand même espoir que c'est un balancier dans la vie. Là, quand on dit « l'éducation, c'est pas valorisé », tout ça, moi, je pense quand même que on revient un petit peu plus. Là. Je pense qu'on a vécu des années difficiles dans les... on en parle, probablement. C'est ça. Puis on a vécu des années difficiles dans les, mettons, 15 dernières années. Mais j'ai quand même l'impression que le balancier revient puis que, tu sais, l'appui populaire est de plus en plus. Puis justement, la valorisation de « hey, non, c'est important à l'école », puis là, on se rend compte que ça fait des années qu'on l'a négligé. Puis qu'on en arrive là. J'ai quand même l'impression que le balancier revient un petit peu vers nous. Vers une certaine... j'ai espoir, va se transformer en... une autre perception. Là, oui, c'est ça, éventuellement. Mais je pense que, tu sais, c'est des années d'abandon. Puis un peu de... On sort un peu du milieu de l'éducation, mais un peu de désillusion parce que, tu sais, je pense que dans bien des milieux, c'est un peu ça. Là, finalement, ça marche pas ce qu'on pensait qu'il pouvait marcher, tu sais. Puis là, on essaie de recadrer. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, ça prend un méchant coup de balancier. Puis je pense qu'il y a des gens... dans le milieu scolaire qui ont perdu espoir à ça aussi. Puis, tu sais, que
moi, la chose qui mérite le plus en éducation, c'est oui, mais on a toujours fait ça comme ça. Là. Ben, en éducation et partout, oui, mais là, il faut qu'on repense autrement. On n'a plus les mêmes jeunes devant nous, on n'a plus la même société autour de nous, on n'a plus les mêmes choses, il faut repenser autrement. Fait que, mais si on est désillusionné, on se dit on a toujours fait ça, soit on a toujours fait ça, puis ça marchait, puis là, ça marche plus, fait que ça devrait continuer à marcher. Ouais, soit, ben, de toute façon, il n'y a rien qui marche. Fait que moi, je fais mon temps, puis je peux le comprendre, puis je pense que c'est pas juste en éducation. Je peux comprendre quelqu'un qui travaille dans ce milieu qui se dit hey, moi, à un moment donné, j'ai pas porté le poids du monde sur mes épaules, mais je pense qu'il y a ça, tu sais, une espèce de désillusion. Là. C'est vrai. Tantôt, tu as dit quelque chose que je trouvais intéressant. Tu as dit j'ai fait mon bac en adaptation scolaire, puis je me sentais pas assez outillée, donc je suis allée faire une maîtrise après. Est-ce que. Parce que moi, ça, j'en parle souvent dans mon entourage et ça crée des tollés. Est-ce que tu as l'impression que la formation qui mène vers l'enseignement, elle est trop facile? Et est-ce que ça fait en sorte que des fois, on a l'impression que n'importe qui peut devenir enseignant, enseignante parce que ben, le parcours scolaire, c'est pas... il manque d'adversité peut-être? Grosse question. Oui, dans un sens. Je l'ai beaucoup dit pendant mon bac. Maintenant, je pense que je me rends compte qu'il y a quand même... tu sais, il y a des bases qu'il faut quand même que tout le monde ait. Tu sais, il y a des choses... Moi, j'avais quand même eu la chance d'avoir des expériences de travail avant même d'entrer au bac, tu sais, en intervention, tout ça. Fait que j'arrivais peut-être pas avec le même bagage. Puis c'est sûr qu'il faut mettre tout le monde à niveau à quelque part. Fait que je pense qu'il y a une partie de formation initiale qui est nécessaire. Moi, ce qui me fascine, c'est quand je parle avec mes amis qui enseignent au régulier, là, qui ne sont pas en adaptation scolaire. Ce qui me fascine, c'est qu'on sait qu'il y a de plus en plus de diversité dans nos classes de plein de manières, puis définitivement, il manque de formation là-dessus. Par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'avais un professeur qui disait ça à l'université, puis j'y crois, là, ça prendrait quasiment un bac en adap pour tout le monde de base. Maintenant, c'est ça, parce qu'il y a tellement de diversité de tout genre que... Puis c'est ce qu'il faut savoir s'adapter finalement, là, je pense, pour réussir à survivre un peu dans le monde de l'éducation. Là. Mais toi, ta maîtrise, c'était donc pour te sentir plus outillée, de façon plus ciblée. Là. Oui, c'était vraiment plus... tu sais, il me manquait des outils. J'avais eu parce que c'est ça, j'avais eu des cours de didactique, du français, des maths, tout ça, mais... Je considère que l'orthodidactique, c'est comme une coche de plus. Il faut que je comprenne, comment l'enseigner, mais comment faire quand ça a été enseigné comme ça devait être enseigné, puis que ça ne fonctionne pas. Puis là, c'était ce petit bout-là qui me manquait. La maîtrise me permettait aussi d'aller vraiment sélectionner, faire de la recherche aussi. Là. Sélectionner ce que je voulais vraiment développer plus. Fait que c'était plus ça, là, OK. Parce que ce à quoi je réfléchis beaucoup ces temps-ci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de domaines où c'est contingenté. C'est difficile d'être admis en médecine, c'est difficile d'être admis en droit à l'université. Comment ça se fait que pour être admise en enseignement, là, j'ai pas les derniers chiffres de la quota minimale, mais c'est très bas. Comment ça se fait? Parce que les deux, on enseigne, c'est difficile. C'est pas n'importe qui qui... Comment ça se fait qu'il y a pas... est-ce que c'est en lien avec le fait que, c'est une profession qui est peut-être moins valorisée? Comment ça se fait qu'on n'est pas obligé de parler de ça, mais que... On n'augmente pas les critères d'admissibilité au bac. Mais tu sais, en ce moment, je pense que là, il aurait fallu faire ça il y a plusieurs années parce qu'en ce moment, avec la pénurie, ça passerait pas. Hein. On voit qu'on les baisse, au contraire, encore plus les critères. Mais aussi, tu sais, quand on valorise pas une profession, comme tu sais, quand je te dis on valorise pas l'éducation en général, le savoir, on valorise pas les gens qui représentent un peu ça. C'est vrai. T'sais, si on valorise autant la santé, si on valorise autant les médecins, c'est parce que c'est un choix de société à un moment donné aussi. C'est vrai. J'aime pas nécessairement faire toujours en Finlande, mais tu sais, en Finlande, c'est valorisé être enseignant. On entend souvent ça en Finlande, dans les pays nordiques. Mais c'est valorisé être enseignant, puis c'est ultra contingenté. Quand tu as un enseignant dans ta famille, c'est une fierté. Fait qu'il y a ça aussi, là, c'est que si on valorise ça, ça vient, avec le côté monétaire, ça vient tous ensemble. Oui. Là, on ne rentrera pas dans les questions d'argent, mais c'est ça. C'est un autre débat. Tout à fait. Bon, OK, mettons qu'on change de sujet là un peu. On est lundi matin, tu t'en vas au travail. Qu'est-ce qui se passe dans une journée type pour une orthopédagogue? Toi, tu travailles avec les ados. Est-ce que ça change si tu es au primaire, secondaire, mais à quoi ça ressemble ta journée, mettons? C'est sûr que ça va changer primaire, secondaire, mais en tant que tel, moi, je vais
je fais quand même beaucoup de suivi avec les parents. Fait OK. que, mettons, je rentre le matin, je prends mes courriels, puis je fais OK. du suivi avec les parents, à savoir, bon, là, tu sais, mettons que tel examen n'a pas bien été, ou telle chose, OK. tel élève a eu un problème avec son ordi. Je gère un peu tout ça. OK. Moi, j'ai la chance, je considère que c'est une chance, je pense pas tout le monde qui aimerait, qui aimerait Ouais. nécessairement ça. Oui, c'était complexe. Mais j'ai la chance de travailler de façon très variée. Je vais aller j'ai une partie de ma tâche qui va être avec les élèves d'accueil. OK. Donc, des élèves qui viennent d'arriver au Canada, qui savent parlent pas français. qui parlent pas français, qui apprennent à lire et écrire en français. Des fois, qui n'ont pas appris à lire et écrire du tout OK. parce que dans les circonstances où ils étaient dans un camp de réfugiés ou autre, il n'y avait pas d'école. Fait qu'il y a une partie de ma tâche où je vais vraiment faire comme on apprend à lire. Fait que là, je prends des petits groupes c'est de quelque chose, quelques quand même. élèves, puis on fait du décodage pendant qu'en classe, ben, l'enseignante, ça lui permet d'aller plus vite avec les élèves qui sont plus avancés. Ça pourrait être, par exemple, ma première période de la journée, je fais ça. OK. Donc, c'est ta journée, elle est séquencée en périodes Oui. comme les enseignants. Comme les enseignants. OK. Moi, je fonctionne comme ça. Il y a des gens qui vont fonctionner autrement. Moi, c'est ce qui fonctionne pour le moment OK. dans ma tâche. Mais certains vont segmenter en plus petites Donc, périodes. tu pourrais décider Oui. autrement. Je pourrais décider autrement. OK. Oui, en m'assoyant avec ma direction puis en discutant de comment on voit avec les enseignants aussi avec lesquels OK. je travaille. C'est un travail de collaboration. Il y a d'autres enseignants qui, eux autres, préfèrent que j'aille en classe pour aider. Fait que là, par exemple, à ma deuxième période, je pourrais aller aider en mathématiques OK. en secondaire 2. Puis là, ben, je me Parce que promène ça, dans la c'est classe. tous les niveaux. Moi, je fais mais surtout secondaire 1 à 3. On OK. essaie de bien commencer nos élèves. OK. Puis en 4 et 5, ça va être ponctuel si je fais des suivis. OK. Donc, c'est ça. Je pourrais après aller travailler en mathématiques en classe avec les élèves, me promener, répondre aux questions, tout ça. Il y a quelques midis où moi, je vais... En fait, moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que si ma porte est ouverte, mon bureau est dans la bibliothèque de l'école, fait qu'il est OK. assez accessible. Fait qu'ils savent, si ma porte est ouverte, tu as le droit de venir. Fait que j'ai souvent des élèves le midi, si j'ouvre ma porte, qui vont venir s'installer, faire des devoirs, étudier avec moi, tout OK. ça. Ça, c'est un moment que j'adore parce que ça me permet vraiment de comme travailler. On est moins dans... On fait ce qu'il faut qu'on fasse dans Ouais, matière, ouais. puis on va aller vraiment chercher. OK. Des fois, j'ai des élèves qui disent hey, moi, j'ai jamais, secondaire 2, j'ai jamais compris comment multiplier avec un crochet. Pouvez-vous me le montrer? Là, tu règles. Là, on des règle des dossiers. affaires. OK. Puis c'est OK. eux autres qui viennent de leur plein gré. Fait que c'est OK. super hot là, pour la motivation. Après, je pourrais, par exemple, prendre 3-4 élèves, travailler l'écriture OK. en secondaire 3, puis finir avec un plan d'intervention, parce que je m'occupe aussi des plans d'intervention. Donc, les rencontres avec les enseignants, les parents, les élèves, pour m'assurer qu'on établit qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc, c'est assez varié et chargé. Oui. Maintenant. Oui. OK. Donc, la relation avec l'élève, est-ce que tu considères que c'est encore plus important, plus central que quand on est enseignant devant un groupe? Parce qu'on sait que c'est important. Oui, c'est important quand dans même, les là, deux mais- cas. Ouais. C'est sûr que moi, si je veux que l'élève vive des réussites, il faut qu'il ait confiance en moi, tu sais. Puis c'est drôle parce que récemment, je le vivais là, avec une élève, tu sais, qui a toujours beaucoup de difficultés en mathématiques, puis qui me disait, tu sais, j'étais là, non, mais tu sais, là, ça a bien été ton dernier examen, tu sais, là, on travaille, puis tu sais, je veux dire, c'est une élève qui travaille beaucoup, fait que, tu sais, Ouais. quand je dis mon bureau est ouvert, tu sais, ça va être tout le temps, puis c'est parfait, Ouais, là, ouais. tu sais. Mais oui, mais madame, c'est parce que vous pensez à moi que je réussis. Vous me dites que vous allez penser à moi dans les examens. Mais tu sais, Puis elle ça, n'attribue pas son succès c'est à elle-même. elle. Fait que, tu sais, c'est important Ça, c'est parce que intéressant. le fait de... C'est des élèves qui ont, tu sais, surtout rendus au secondaire, qui ont perdu confiance souvent. Ouais, Puis ouais. c'est pas nécessairement de la faute de l'enseignant. Il peut y avoir Non. des super bons enseignants, mais des difficultés d'apprentissage, ça crée quand même... C'est pas le fun là, pour Non. eux, l'école. Puis c'est pas le fun d'être confronté tout le temps à des Ouais. échecs. Puis, tu sais, le fait de se relever, puis tout ça, puis de leur... Moi, j'ai le temps de le reconnaître, puis de m'asseoir avec eux, puis de leur dire, hey, je le sais. Je comprends d'où tu viens, T'as tu le sais. luxe du temps, peut-être, comme Peut-être, orthopédagogue. ouais. Parce qu'en classe, c'est Ben, ça c'est roule. ça. là. Tu sais, j'ai le luxe de pouvoir m'asseoir tout seul avec un élève ou en Ouais. petit groupe avec des élèves puis leur dire hey, tu sais, c'est difficile, mais c'est quoi? C'est ça. C'est parce que tu as telle chose qui explique. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins intelligent. Non. Ça fait de toi quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne différemment. Mm. J'ai le temps de leur nommer. Ouais. Ils ont le temps de... C'est comme un petit cochon aussi, tu sais, c'est un Ouais. petit local, mon local, on est... Ouais. Ils me disent des choses qu'ils diront jamais en classe. Hey, moi, j'ai jamais compris ça, madame. Moi, ça, tu sais... Mais impossible qu'un élève, ben on le sait, Oui. là, qui lève sa main pour interrompre Ouais. une leçon qui C'est ça. C'est ça. C'est comme... se sentir trop vulnérable, Oui, je c'est pense, ça. pour certains élèves. Oui, oui. Fait que, tu sais, ça, j'ai le luxe, vu que j'ai le petit groupe Ouais. de ça. Puis je te dirais que c'est quelque chose que je travaille aussi, là. Ça arrive pas en début d'année. Non, Tu sais, non. maintenant, je l'ai, là. Tu sais, mais on est rendu presque en mai, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, tu construis la relation tout au long de l'année. Oui, oui. Oui. Depuis tantôt, je veux te poser la question. Quand tu vas en classe avec des enseignants,
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des fois, tu peux... est-ce qu'il y a des enseignants qui sont comme réfractaires au fait que tu viennes dans leur classe puis là, qui ont l'impression que tu juges un peu leur enseignement? C'est sûr que oui, mais moi, je vais pas aller dans une classe si les enseignants veulent pas que je sois là. Non, c'est ça. C'est de base, c'est ça. Là, je travaille différemment, je m'adapte à mes collègues, selon le prof, puis selon ce qui va aider le mieux l'élève aussi. Des fois, mettons, le prof serait bien ouvert à ce que je vienne en classe, mais l'écart est trop grand. Là, on ne pourra pas faire ça. Mais oui, c'est sûr que... Mais j'ai pas le temps de juger un enseignant quand je vais en classe. Je suis pas là-dedans du tout. Mais je peux comprendre, c'est pas nécessairement le fun. Puis j'ai été en classe aussi, puis j'aimais pas nécessairement ça tout le temps quand il y avait quelqu'un d'autre dans ma classe. Puis tu sais, il faut aussi que ça clique parce que, tu sais, est-ce que tu interromps, est-ce que tu interromps pas, est-ce que tu ajoutes des choses ou pas, ça va dépendre. Il faut que tu développes ta relation avec l'enseignant pour savoir comment faire ça. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup ça dans les dernières années, du co-enseignement. Une grosse partie de ma job, c'était en co-enseignement, toujours avec la même prof. Fait que ça m'a comme vraiment mis des bases solides pour ça. Puis j'aime beaucoup ça, mais c'est ça. Faut que les deux soient d'accord pour que ça soit utile pour l'élève. Puis faut accepter qu'il manque peut-être des précisions, que toi, tu prennes la parole puis tu continues. Oui, mais des fois, je le ferai pas parce que l'enseignant ne voudra pas, puis on se le dit avant, il faut en discuter avant. Mais il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. OK. Mais il me semble que si là, on avait plein d'argent, là, qu'on était Bernard Drainville, on mettrait une orthopédagogue dans toutes les classes en ce moment. Mettons, on parle pour parler, là. Je sais pas si ça prendrait nécessairement... Non. Ben, quelqu'un, 2 personnes dans une classe, 2 enseignants, tu sais, ça pourrait être ça aussi, je pense que oui. Ouais. Tu sais, des fois, est-ce que ça prend toujours l'orthopédagogue? Je le sais pas. Mais qu'il y ait plus... Mais qu'il y ait plus une personne, je pense que c'est gagnant pour les élèves, ne serait-ce quand... Tu sais, moi, il y a des gros bouts où tout ce que je fais, là, pendant que l'enseignant enseigne en avant, c'est que je me promène dans les corridors, je tourne la page pour dire, regarde, on est rendu à telle page, à tel élève, il y a un élève qui arrive en retard, je m'en vais tout de suite le voir pour lui dire, ouvre ton cahier, on est en train de faire telle chose, tu sais, j'ai dit, chuchote ça, ça dérange pas le cours, le prof n'a pas besoin d'interrompre pendant ce temps-là. On gagne du temps, tu sais, c'est pas de l'orthopédagogie à proprement parler, mais au final, ça garantit un meilleur apprentissage pour l'ensemble des élèves de la classe. C'est vrai. Là, c'est sûr qu'on a de la difficulté à remplir juste les classes avec une personne, mais c'est vrai que si on avait peut-être, c'est ça, un budget illimité en éducation, ça serait pas pire. Ben, tu sais, c'est ça. Puis après, ça dépend. Il y a d'autres enseignants qui nous entendraient, puis seraient comme, non, moi, il n'y a personne qui rentre dans ma classe, c'est mon lieu, c'est correct aussi. Il faut respecter, il faut voir comment comme ça peut s'articuler, mais je pense qu'on a intérêt à le vivre puis à le comprendre, parce qu'en tout cas, moi, j'ai vécu des beaux succès en co-enseignement. Puis à ouvrir les portes de nos classes aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a certains enseignants qui... C'est ça, la porte est fermée, puis on fait notre petite affaire, puis alors que c'est pas... Tu sais, si on pense à l'élève puis à son apprentissage, c'est peut-être pas gagnant, là. OK. Bon. On change de sujet. Mettons qu'on y va dans quelque chose de plus ludique, plus... Est-ce que... Parce que moi, ce que j'aime faire le plus dans, par exemple, les soupers de famille, c'est raconter mes anecdotes d'élèves. Parce qu'on le sait que dans une classe, en une journée, il s'en passe des choses drôles, Bon. Puis travailler avec des ados... c'est ça. On s'entend que ça crée beaucoup, bref, de bonnes anecdotes. Dis-nous ta meilleure anecdote avec un élève ou qui s'est passé à l'école. Parce que secondaire 1, oui, c'est ça. Secondaire 1 à 3, il y a des bonnes affaires. Oui, c'est drôle. En même temps... Est-ce qu'il y a certains de tes élèves qui t'ont fait vivre... tu sais, mettons, des fois, quand on est en début de carrière... tu sais, moi, je raconte souvent l'anecdote où j'étais avec... je remplaçais dans des groupes de 3e secondaire, des groupes assez difficiles de mise à niveau avec beaucoup d'élèves qui avaient doublé. Moi, j'avais même pas mon diplôme encore, donc j'étais jeune. Et c'est ça. Au niveau de l'autorité, là, c'était plus difficile. Et j'étais allée séparer des élèves qui se bagarraient dans le corridor. J'avais fermé ma porte derrière moi et sans mes clés, tu sais, une erreur de débutante. Et j'étais à l'extérieur. Puis là, je me disais, le bureau du directeur était très proche, là, fait que j'essayais de faire comme si tout était sous contrôle, là, puis que ça allait bien. Je regarde par la craque, tu sais, par la petite fenêtre. Comme dans un film, les élèves avaient lancé leur bureau à l'envers, lancé les feuilles d'exercice. Il y a un élève, au fond, qui était debout sur son pupitre. Wouhou! Pas de prof. Là, moi, je me disais, c'est un cauchemar. Puis quand j'ai essayé de faire, tu sais, d'établir un contact visuel avec l'élève qui était comme fine puis qui m'écoutait en avant, il y a un élève qui a mis les cartons noirs de confinement barricadés. Là, j'avais plus aucun contact visuel là, avec la scène de crime. Bref, il y a un élève qui est venu m'ouvrir, là, mais tu sais, il y a des moments comme ça, je me dis, dans aucun autre
aucune autre profession on vit de tels moments. C'est absurde des fois. Mais, bref. Moi, tu viens de me faire penser. Début de... Moi, en fait, là, j'avais fait mon bac pour enseigner au primaire à la base. OK. Je voulais pas nécessairement devenir orthopédagogue. Je voulais travailler Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais orthopédagogue, mais en centre jeunesse. OK. Puis je pensais que je voulais enseigner en troubles de comportement. OK. J'adore encore les élèves en troubles de comportement, mais comme orthopédagogue, je chapeau haut à toutes les enseignantes en adaptation scolaire qui ont une classe de troubles de comportement. Je pense que je trouverais que c'est un beau défi. Ouais. Mais... j'ai fait 2 suppléances dans ma vie seulement parce que la vie étant ce qu'elle est. La première étant dans une classe de maternelle au régulier. Oh mon Dieu. Puis ça allait somme toute bien. Jusqu'à ce qu'il pleuvait. Fait que la récréation, il n'y avait pas vraiment de récréation, mais l'enseignante de la classe à côté m'a dit, mais moi, je vais juste sortir dans un petit coin là pour leur faire bouger un peu, leur faire courir, tout ça. Fait que parfait, je fais ça. Tu sais, on s'habille, les amis, on s'en va dehors, tout ça. Puis là, il y a 2 élèves qui me disent, nous, on est responsable du matériel, on va aller le chercher. Fait, allez-y, les amis. Mais moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'on est... Au primaire, les cours sont divisés. Là. Il y a la cour 1, cour 2, cour 4, tout ça. Là. Au présco, c'est pas comme ça. Ben oui, mais je suis pas sortie sur la même place parce que moi, je suis sortie où l'enseignante m'a dit d'aller courir parce que c'était à côté. OK. Puis, ben, mes 2 cocos de maternelle se sont retrouvés tout seuls sur l'autre cour. Puis, il a fallu qu'une éducatrice du service de garde qu'ils me les ramène parce que... Là, toi, t'étais -2. J'étais -2. J'avais perdu 2 élèves de maternelle. À 5 ans. Oui. Oh mon Dieu, fait que tu devais te sentir très zen à ce moment-là. Hein, quand mon Dieu. Ben, tu sais, là, c'était ma première suppléance à vie. Fait que je me disais, oh mon Dieu, genre, je suis barrée, ça y est, je peux plus jamais faire de suppléance. Là, tu fais une Puis liste j'ai fait, mais je l'avais écrit dans mon rapport. On écrit toujours un rapport de suppléance. J'avais écrit, je m'étais dit, je peux pas cacher ça. Tu sais, c'est pire si je le dis pas. Puis c'était quand même une classe, on me l'avait dit, là, c'est une classe qui bouge, c'est une classe difficile, tout ça. Fait que, mais finalement, j'avais un courriel le lendemain de la prof qui m'a dit, merci, peux-tu revenir dans 3 jours? Ah mon Dieu, toi, ça s'était bien passé dans le fond. Pour elle trouvait que ça s'était très bien passé, là. Non, mais chapeau aux enseignants-enseignantes du préscolaire. Oui. Honnêtement, c'est... Oui. C'est pas... J'ai l'impression que c'est pas le même... C'est pas le même faut pas contexte. être fait de la même... Non, pas du tout, là. Que du primaire, puis du secondaire, puis du cégep, etc. Non. Ah, mais ça, c'est quand même... Mais la suppléance... Moi, j'ai déjà enseigné un cours de physique, secondaire 5. Ouais. Mais c'est là qu'on voit nos talents de comédien, comédienne. J'avais aucune idée de quoi je parlais, puis je faisais comme si c'était du connu. Là, bref. Mais c'est ça, là, je pense que on pourrait écrire un livre au complet sur la suppléance, les aléas de ces moments-là. C'est sûr que... Puis quand on pense qu'il y a des gens qui ne sont pas enseignants, qui font ça des fois à temps plein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. En même temps, tu sais, je dis que j'ai fait 2 suppléances dans ma vie, mais après, j'ai refait des suppléances quand j'ai commencé dans des écoles où est-ce que je n'étais pas à temps plein, par exemple. Puis rapidement, tu connais les élèves d'une école, puis c'est très différent à partir du moment où tu les connais. Là, on n'est plus du tout dans la même... Non. Mais là, tu dis, quand tu as commencé comme orthopédagogue, tu faisais de la suppléance pour combler ou tu étais à 100% orthopédagogue? En fait, oui. Ça, c'est quelque chose. En fait, mon parcours, moi, je suis. Ça va dépendre des centres de services, là, mais moi, je suis considérée comme une enseignante en orthopédagogie. Fait que je travaille comme les enseignantes. Je travaille pas l'été comme les professionnels et tout ça. Moi, en fait, j'ai commencé, comme je te disais, pour un organisme communautaire. J'étais orthopédagogue pour un organisme communautaire qui travaillait dans les centres jeunesse comme orthopédagogue. Fait que j'y allais les soirs, j'y allais à d'autres moments là, dans la journée. Donc, tu avais un bel horaire coupé de Oui, travail. c'est ça. Mais j'ai commencé à faire ça pendant mon bac. Fait que c'était pas si mal. Ensuite, j'ai travaillé au privé, dans une clinique privée. Fait que ça aussi, c'est un horaire un peu de soir, de fin de semaine, à travers un peu. Fait que je travaillais dans une école privée, mais j'étais à mon compte, finalement, là, en privé. Puis là, j'ai commencé à travailler au public ensuite. Puis quand j'ai commencé à travailler au public, ben là, j'étais pas sur aucune liste, là. J'étais pas... c'est vrai, l'ancienneté. L'ancienneté, tout ça. Donc, j'ai obtenu un contrat qui était à 50% quand j'ai commencé l'année. Puis, ben, je comblais avec les suppléances de l'école. Puis, éventuellement, ben, en cours d'année, souvent, il y a des budgets qui vont se libérer pour offrir plus de services à l'élève selon les difficultés qu'on observe, tout ça. Puis, ben là, moi, je suis arrivée dans les années COVID, fait qu'il y avait toujours des espèces de budgets de rattrapage ou tout ça qui s'ajoutait. Fait que je finissais par être orthopédagogue à temps plein. Là, maintenant, je suis en poste, j'ai un 100% en orthopédagogie. Tu as un poste dans permanent en orthopédagogie. Oui. OK. Mais à la base, tu étais engagée comme enseignante. J'étais engagée comme orthopédagogue, mais orthopédagogue enseignante sur la liste. Fait que je faisais une partie de ma tâche qui était
vraiment d'être orthopédagogue. Puis ben, j'allais combler avec des suppléances, avec tout ça, avec tout ce qu'on pouvait bien m'offrir dans l'école, finalement. Pour là. essayer d'avoir un salaire de 100% à la fin, quand même. Hein, Mais en même temps, moi, je ne changerais pas ce parcours-là parce que je pense qu'il faut avoir vécu... Faut être orthopédagogue, puis comprendre, puis travailler avec les enseignants, puis comprendre d'où ils viennent. Moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir fait de la classe quand même un peu, là, puis de la suppléance, mais aussi des fois des suppléances un petit peu plus à long terme, ou même certains groupes de maths, ou peu importe, que j'ai pris des fois pour combler. Ben, il faut comprendre, là, c'est quoi mener un groupe à terme. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait ça avant d'être orthopédagogue à temps plein. Mais dans le bac en adaptation scolaire, tu as les stages. Oui, donc, aussi. Mais au-delà des stages, tu conseillerais, mettons, là, qu'on a un jeune qui se demande comment faire pour devenir orthopédagogue, au moins d'aller tâter le terrain puis d'être enseignant avec un groupe à la base. Je pense que c'est important de comprendre parce que sinon, ça peut aussi créer des incompréhensions. Là, c'est facile de... Puis je me le redis souvent, moi aussi, quand je vais parler avec mes collègues enseignants, c'est facile de dire, ben t'as juste à faire ça. Oui, mais attends, là, dans une classe où il y a 30 personnes, c'est pas tout le temps facile de juste faire ça. Fait que comment est-ce que je peux penser à moi, comment j'étais quand j'enseignais, comment j'aurais pu, moi, l'intégrer? Puis comment est-ce que dans sa réalité, ça peut s'intégrer vraiment? Je trouve que c'est vraiment un plus. Est-ce que c'est essentiel? Peut-être pas, mais moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Une meilleure orthopédagogue. Puis je pense que ça fait de moi aussi que mes collègues ont peut-être plus confiance quand je leur suggère des affaires, tout ça, parce qu'ils savent que j'ai aussi enseigné. Fait t'as vécu ça avant. Ils savent que, tu sais, je comprends, là, c'est quoi une classe. Ben, c'est comme les directeurs, directrices qui ont déjà été enseignants. Exactement. Ben, on a l'impression que ceux qui l'ont été pendant longtemps, mais ils comprennent. C'est ça, ils appuient peut-être des fois plus les enseignants. Ouais. Mais pourquoi tu as choisi de travailler avec les ados, finalement? En fait, ben, comme je te disais, moi, j'ai commencé... C'est vraiment juste un concours de circonstances qui m'a amenée là. Mais c'est le meilleur concours de circonstances parce que je pense que sinon, je ne serais plus en enseignement. Là. Ah, pour vrai? Je pense vraiment que j'aurais lâché sinon. Comme je t'ai dit, j'ai commencé en centre jeunesse. Puis, ben, au début, j'ai commencé avec surtout des jeunes, mettons, qui avaient 9-10 ans. Okay. Puis, j'y suivais sur plusieurs années. Fait qu'à un moment donné, ils étaient tous rendus ados, là. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment eu le choix. Puis, ben, il reste qu'en centre jeunesse, il y a beaucoup plus d'ados qu'enfants, là. Ouais. Et... Mais là, c'est peut-être une question niaiseuse, là, mais en centre jeunesse, est-ce que c'est nécessairement des élèves, des enfants, des ados qui ont comme commis Pas nécessairement. Non, c'est il y a des enfants deux du raisons. système. Oui, c'est ça. Okay. Il y a tous les élèves, les jeunes qui sont des jeunes contrevenants, oui, là, donc qui sont placés en centre jeunesse sous la loi des jeunes contrevenants parce qu'ils ont commis un crime. Okay. Mais il y a aussi tous les jeunes qui, dans le fond, c'est leurs parents, souvent qui, pour X raisons, ne peuvent pas les prendre en charge, le milieu familial plus général aussi. Fait que j'aurais pu, moi, c'est pas arrivé, mais j'aurais pu travailler avec des élèves. On parle d'élèves d'enfants pris en charge par la DPJ de façon générale. Fait que j'aurais pu aller dans des familles d'accueil. Moi, c'est pas arrivé. Moi, j'allais plus vraiment en centre fermé. Là. Mais il y a aussi les foyers de groupe où c'est des espèces de maisons, dans une banlieue comme une autre, mais au lieu d'être des parents qui habitent là, c'est des intervenants qui vont se succéder. Puis, en fait, ce qui fait la différence entre, mettons, on va placer un jeune en centre jeunesse ou en foyer de groupe versus en famille d'accueil, c'est que parfois, les besoins de ces jeunes-là, parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses, les besoins au niveau affectif, au niveau comportemental, tout ça vont être plus grands. Okay. Fait que pour comme mieux les encadrer, on va les placer dans des endroits un petit peu plus cadrans, justement. Okay. Donc là, tu as suivi des jeunes qui sont devenus des ados et là, tu es tombé en amour avec cette clientèle-là. Pas tout de suite, non? Mais j'avais comme un peu cette expertise-là. Ils sont longs à aimer. Oui, mais tu sais, puis je veux dire, je les connaissais depuis qu'ils étaient petits. Moi, c'était pas nécessairement que tu es un ado, c'est que je te connais depuis tellement longtemps que c'est ça. Puis, en fait, quand j'ai commencé au privé, ben on cherchait quelqu'un pour une école secondaire. Puis j'étais là, ben oui, pourquoi pas? Moi, je travaille avec les ados. Je connais peut-être un peu moins le programme du secondaire, tout ça, mais j'ai travaillé avec les ados, donc allons-y. Puis finalement, ben à partir de là, j'ai poursuivi avec les ados. Puis je pense que je suis beaucoup plus à ma place, là. Je me sens beaucoup plus moi-même. Non, je ne changerais pas, là. Mais les ados, j'ai l'impression que des fois, ils ont mauvaise presse dans, mettons, la population en général, mais moi, j'enseigne en 4e secondaire, donc mes élèves ont comme 15-16 ans. C'est du vrai bonbon enseigner à des ados parce que c'est comme s'ils sont juste assez vieux, assez matures pour avoir des vraies discussions, tu sais, presque de jeunes adultes à adultes, mais sont encore, tu sais, pour vendredi, dernière période, tu fais un quiz, puis je sais pas, là, un bonbon en jeu, là, puis à 15-16 ans, c'est les Olympiques, là. Tu sais, ils ont encore cette énergie-là ou cette envie-là de se lancer dans nos activités. Oui. Puis, tu
il n'y a rien de plus, peut-être ce qui fait peur au monde aussi, plus vrai, là, qu'un ado. C'est vrai. Tu sais, s'il n'y a rien de plus... C'est un concentré d'émotions, c'est un concentré de tout, d'hormones, de tout, là, mais... Ils sont assez honnêtes aussi. C'est d'une honnêteté, c'est d'une vérité, c'est... Tu sais, il t'aime entièrement comme enseignant, tu sais, je veux dire, c'est entier. Oui, c'est ça, c'est entier, là, un ado. C'est vrai que c'est authentique. Si tu as une nouvelle coupe de cheveux et tu arrives avec un toupette le lundi, tu le sais, là, que ça te fait pas bien ou ça te fait bien. C'est ça, ou tu le sais que ta blague était pas drôle quand c'est le son de cricket. Mais dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un hommage à notre amour pour les ados. Oui, c'est ça. Mais donc, si on continue dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qu'il y a de plus beau avec le fait d'être orthopédagogue, comparativement à quand tu étais enseignante, par exemple, dans une classe? Moi, ce que j'aime le plus, je crois, c'est de pouvoir un peu me détacher aussi de, tu sais, échec-réussite. OK, ouais. Dans le sens que... j'ai pas noté. Tu sais, moi, là, mais c'est ça, mon rôle, là, c'est que je note pas. Non, j'ai pas de correction. Non, c'est pas vrai. J'ai de la correction quand je fais des évaluations. Des fois, il va falloir que je dépiste, j'évalue. Des évaluations diagnostiques. Exactement. Okay. Puis, par exemple, là, mes élèves sont beaucoup en écriture ces temps-ci parce que les examens s'en viennent. Je vais corriger leur texte pour leur donner de la rétroaction, tout ça. Mais c'est pas du tout la même tâche. Mon travail est ailleurs. Moi, ma grosse partie qui pourrait être l'équivalent de la correction, c'est déboguer des ordis. T'as pas un technicien? Oui, mais je fais quand même un premier tri, tu sais, la moitié des bugs. Dans les ordis, tu veux dire les ordis des élèves? Oui, c'est ça. Okay. Il y a un premier, il y a un premier 50 probablement des choses que je peux régler moi-même. OK. Fait que je vais le faire, tu sais, mais... T'as cette charge-là, oui. C'est ça, c'est ta description de tâche, c'est pas juste dépister les problèmes et aider les élèves, là. C'est quand j'ai les soutenir puis mettre en place les outils pour qu'ils réussissent en classe, ça peut être... m'organiser pour que la charge commander une nouvelle charge d'ordi parce que sa charge est brisée puis que là l'ordi tient plus la charge. C'est ce genre de choses. Ça. OK. Ça peut aussi être c'est ça, tu sais. Puis pour les gens peut-être qui seraient moins au courant là, de ce monde-là, un plan d'intervention, parce qu'on l'entend là souvent, on a tant d'élèves dans une classe qui ont un plan d'intervention, mais qu'est-ce que c'est au final? En fait, c'est que on l'a nommé quelquefois, là, nos élèves, nos classes sont de plus en plus hétérogènes. Il y a de plus en plus d'élèves qui vont avoir des profils différents au niveau cognitif, au niveau affectif, au niveau des comportements, au niveau aussi même multiculturel. Donc, on a des élèves qui ont des besoins de plus en plus différents. Un enseignant peut s'adapter dans une certaine mesure à certaines choses. Il peut dire, OK, par exemple, moi, je vais offrir des thèmes différents pour l'écriture ou je vais prendre un sujet pour ma résolution de problème qui est plus près de la réalité de certains élèves pour faciliter. Mais il y a des choses qui sont un petit peu plus grosses que ça. On a des élèves qui, par exemple... ont des difficultés d'attention, ont des difficultés, sont dyslexiques, dysorthographiques. Ont certains diagnostics X, qui fait en sorte qu'ils ont besoin d'un petit peu plus pour réussir. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va entrer dans une démarche de plan d'intervention, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir avec normalement la direction, les parents, au moins un des enseignants, selon les besoins. Si c'est des besoins vraiment au niveau scolaire, l'orthopédagogue, c'est plus au niveau du comportement, la psychoéducatrice, par exemple, éducatrice spécialisée. En tout cas, tous les intervenants qui gravitent autour de l'enfant, dans le fond, ou de l'ado, on va s'asseoir puis on va déterminer ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter le parcours scolaire de cet enfant-là. Donc, on va mettre en place ce qu'on appelle les mesures d'adaptation. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus... C'est des choses qui vont être faites spécialement pour ce jeune-là. Qui doivent être appliquées en classe. Qui doivent être appliquées en classe. Par exemple, donner plus de temps. Nous, on va s'organiser à fournir un ordinateur à l'élève pour qu'il puisse taper ses textes plutôt que... Ou se faire lire les textes plutôt que lire un roman comme ça, par exemple. Fait que ça, c'est toutes des mesures d'adaptation. Et le gouvernement... Le gouvernement nous demande que ça soit compilé pour que les élèves y aient droit, par exemple, à la fin de l'année dans les examens ministériels, tout ça. Il faut que ça soit compilé dans un plan d'intervention. Pour que le budget soit présent l'année d'après? C'est même pas une question nécessairement de budget. C'est vraiment juste une question de légalement, si on met des adaptations en place, il faut que ça soit compilé quelque part, qu'on sache, il faut déclarer. C'est sûr que, je dis, c'est même pas une question de budget. Il doit y avoir des enjeux, mais c'est pas tant... dans la nouvelle convention, oui, mais là, ça, je ne rentrerai pas là-dedans, les enseignants. Puis, non, tu sais, mettons, c'est pas parce qu'on déclare dans un plan d'intervention que l'élève a un ordi qu'on a le budget pour acheter l'ordi. Ça serait trop beau pour être vrai. OK. Donc, c'est quand même un travail collaboratif, le fait d'aider nos élèves. Puis est-ce que tu as l'impression, mettons, dans ton milieu, on parle de combien d'élèves qui ont un plan d'intervention par classe? Par classe, je sais pas. Je te dirais que j'ai...
environ 700 élèves, presque 800, dans l'école au complet. Qui contient Une école a 700 à 800 élèves, puis je te OK. dirais que j'ai peut-être 200 élèves qui ont un plan d'intervention dans l'école. Juste pour toi. Non, au total, dans mon école, il y a 200 élèves qui ont des plans d'intervention. Mais t'es pas la seule orthopédagogue. Je suis la seule orthopédagogue dans l'école. Oh my! Mais les plans d'intervention ne concernent pas seulement... Non, il y a des élèves qui ont, par exemple, du tiers-temps, le temps supplémentaire, mais qui verront pas... Qui ne verront pas parce que c'est pour des raisons d'anxiété, par exemple, vont être suivis plutôt du niveau comportemental. Il y a des élèves qui ont des plans d'intervention, mais qui vont être dans une classe d'adaptation scolaire aussi, donc c'est pas moi qui va travailler avec eux. Mais c'est quand même beaucoup. Mais selon oui, c'est mon beaucoup. calcul, c'est comme le quart des élèves. Je te dirais qu'on est entre le tiers et le quart, là, ouais, des élèves. C'est quand même C'est beaucoup, oui. Même s'ils vont pas donc tous te voir, t'as-tu l'impression que ça prendrait 3 fois toi, mettons? Bien, c'est sûr que dans un monde idéal, si on était plus, Ouais. on pourrait offrir plus de services. Effectivement, oui. Quand même, une chance que tu existes, dans le fond. Ben, écoute, tu vas le prendre. Là, je vois le temps qui file. Je pense que ça pourrait clore notre discussion. Mais merci beaucoup d'avoir accepté. Tu es quand même venu de Québec pour participer au balado. C'est vraiment apprécié. Donc, on va te souhaiter une belle fin d'année scolaire. Puis merci encore d'être venu. Salut.